Alors on va commencer ce débat qui a pour... bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer ce débat qui a pour objet les cadres de pratique sportive à l'heure de l'héritage olympique. Alors on en sort tout juste, donc la pratique sportive repose sur un large tissu d'associations sportives qui proposent de nombreuses disciplines relevant des fédérations. Celles-ci sont soutenues en partie par les collectivités et émaillent l'ensemble du territoire. Donc à l'heure où de nouvelles disciplines émergent, nous allons aborder avec nos intervenants les enjeux à venir des pratiques sportives et des nouvelles pratiques. Quelles sont les tendances de pratique, les besoins d'équipement, les objectifs à la fois sportifs et en termes de politique publique aussi, puisque le sport s'intègre dans les politiques de territoire. Alors nous accueillons 3 intervenants. Gilles Herbe, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, je suis Gilles Herbe, je suis président de la Fédération française de tennis de table et je suis élu au bureau exécutif du Comité national olympique et sportif français. Voilà. D'accord. À côté de vous, on a Virgile Caillet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Virgile Caillet, donc je suis le délégué général de l'Union des entreprises du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. C'est en quelque sorte pour vulgariser et caricaturer un petit peu la CPME ou le MEDEF du sport. Donc nous rassemblons toutes les entreprises qui œuvrent sur le champ de l'industrie ou de l'économie du sport. D'accord. Et nous avons Vincent Saulnier, je vous laisse vous présenter également. Donc, Vincent Saulnier, élu local, je suis maire délégué de Château-Gontier-Bazouges, qui est une commune de 17 000 habitants en Mayenne. Je suis vice-président aussi du département. Et puis secrétaire général de l'Andes, donc un peu mobilisé sur les questions du sport et membre de la commission héritage des Jeux que préside Gilles Herbe à l'Agence nationale du sport. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour les organisations que vous représentez ou les fédérations, les enjeux à venir des pratiques sportives, y compris des nouvelles pratiques sportives, quels sont pour vous un peu les enjeux en termes à la fois en termes de sport et d'adaptation à la politique locale ? Qui veut commencer ? Gilles Herbe ? Non ? Virgile Caillet ? Oui, non, mais alors ça, Ouais. ça c'est pas joli de sa part. Hein. Il se retourne vers moi. Non, oui. Il faut travailler. Quand on n'est pas brillant, il faut bosser, il faut avoir des chiffres. Non, juste quelques éléments de contexte quand même, parce que je pense que c'est le point de départ un peu de notre réflexion à tous, et puis ce qui doit guider un peu notre travail collectif, notre collaboration. Élément de contexte, les Français s'intéressent au sport, c'est une certitude. Le sport fait déjà partie de leur quotidien. Ensuite, les Français, non seulement sont croyants au sport, mais ils sont également pratiquants. Donc ça, c'est le deuxième élément extrêmement important, qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors si on peut s'interroger sur le fait que nous soyons ou pas encore une nation sportive, en tout cas indiscutablement, nous sommes déjà une nation de sportifs, puisque 50% de la population déclare avoir une pratique régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Ça, c'est les points établis. Ensuite, autre élément très important, et ça va nous guider assez naturellement vers notre débat, on note quand même des vraies évolutions dans la façon de consommer le sport, et je le dis vraiment à dessein, j'utilise ce terme volontairement, parce que le sport, comme dans beaucoup d'autres domaines dans la société, eh bien, devient un élément de consommation, un élément à la fois de plaisir, d'exigence, et donc ça induit des comportements différents de la part des Françaises et des Français, y compris par rapport à leurs attentes en direction de leur collectivité locale ou des fédérations sportives, et bien entendu aussi pour les acteurs marchands que nous représentons. Premier élément que je voudrais citer, c'est la multi-activité. Nous ne sommes plus les sportifs d'un seul sport. Aujourd'hui, c'est presque 4,5 sports différents pratiqués par les Français. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire des besoins très largement diversifiés en matière d'équipement sportif. Et ça, je laisserai le soin à Vincent d'en parler, parce que ça veut dire des exigences nouvelles de la part des citoyens qui attendent une diversité d'équipements sportifs, et les collectivités se retrouvent à devoir faire face à la fois à ces nouveaux équipements,
souvent en accès libre ou des équipements de proximité, mais en même temps de devoir réhabiliter, notamment sur le plan énergétique, tout un tas d'équipements. Je n'ai pas toutes les stats sur la vétusté des équipements, mais ce n'est pas toujours très brillant et je ne sais pas si toutes les collectivités locales sont fières de leur parc d'équipements. Et puis, ces évolutions dans la consommation de la pratique sportive apparaissent aussi sur le champ du secteur associatif. Et je dirais que c'est la deuxième évolution marquante que je voudrais souligner. Je parlais de diversification dans la façon de consommer le sport. On a le secteur associatif qui reste toujours aussi, j'allais dire, vigoureux, puisque Gilles va nous en parler, mais certains sports ont du mal à absorber les nouveaux pratiquants après notamment l'effet JO. Mais au-delà de l'associatif, on a le secteur marchand. Dans les salles de sport que nous représentons, c'est plus de 17 millions de Français qui franchissent les portes des différents établissements de pratique. Est-ce qu'il y a des pratiques qui montent ? J'oserais dire que toutes les pratiques émergent, c'est ça qui est dingue, mais ça renvoie au sujet de la multi-activité. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu de sport de salle, de fitness, de yoga, mais on peut aussi aller courir en autonomie, on peut être licencié dans une salle, dans un club de tennis de table, et puis aller faire du ski et un peu de vélo. Donc on a à la fois cette diversité d'équipements, cette diversité de structures, associatif, secteur marchand ou en autonomie, et puis des attentes de plus en plus exigeantes, mais ça c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, qui est propre à l'ensemble de la société. Donc on va devoir collectivement, les trois acteurs que vous avez autour de vous, s'adapter à cette nouvelle donne, à cette nouvelle règle du jeu dans la consommation du sport sur le territoire. Pour vous, Gilles Herbe, les enjeux aujourd'hui ? Alors, non, je crois que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les Jeux ont été un formidable booster quand même pour la pratique du sport en France. Je crois que ça a été un événement inimaginable, au-delà de nos rêves. Et je crois que les Français ont suivi massivement ces Jeux, soit en venant à Paris, soit par procuration. Mais on a quand même un très très bel engouement qui suit ces Jeux. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'on ne pratique plus tout à fait le sport pour les mêmes raisons que par le passé. Il y a quelques dizaines d'années, quand on faisait du sport, c'était pour faire de la compétition et on prenait une licence dans un club et on faisait de la compétition. Aujourd'hui, je crois qu'on est face à des attentes renouvelées et des attentes qui sont très diversifiées. C'est un petit peu de compétition, mais c'est aussi de la santé, du bien-être, de la forme, du vivre ensemble, et on pratique pour différentes raisons. Bien sûr, on l'a dit, il y a un engouement pour la pratique du sport après les Jeux. Moi, je vais parler avec ma casquette de président de fédération de tennis de table. Aujourd'hui, nous, on fait face à un afflux et un engouement extraordinaire autour de notre pratique. On est à plus 25%, donc c'est énorme. On était déjà à plus 11% l'année dernière. Donc ça fait vraiment beaucoup de nouveaux arrivants pour notre sport. Donc le premier enjeu pour moi, c'est de fidéliser ceux qui arrivent. Ils arrivent, et dans nos clubs, il faut les fidéliser, il faut leur offrir ce qu'ils viennent chercher. Et on l'a dit tout à l'heure, ils viennent chercher des choses différentes. Donc ça veut dire que dans une fédération comme la mienne, qui est un sport populaire, il faut diversifier notre offre, urgemment. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. Diversifier, c'est-à-dire ? Diversifier, c'est-à-dire ne plus seulement offrir de la compétition, mais offrir des moments de pratique de loisirs, des moments de pratique pour du ping santé, pour du ping citoyen, pour du ping pour les ados, on etc. dit le ping maintenant. Donc. On dit le ping, absolument, on dit le ping, pardonnez-moi. Et puis, pour cette fidélisation, bien sûr, on est face à une problématique d'équipement, et ça, c'est vraiment un enjeu majeur, mais aussi d'encadrant, bien entendu. Parce que pour accueillir toutes ces personnes, il faut des animateurs, des entraîneurs, et on ne les forme pas du jour au lendemain. Donc il y a un temps de latence qui n'est pas facile à gérer pour les fédérations. S'agissant des installations, c'est un problème crucial, bien entendu, et bien sûr, on se tourne vers les collectivités. Nous, dans notre fédération aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de voir et d'aller toquer à la porte des collectivités qui ont envie d'investir pour le tennis de table, pour une pratique moderne, innovante, populaire, qui s'adresse à tous. Et ce que j'essaie de faire, c'est finalement de repérer en France des endroits qui ont envie d'investir avec nous. Et on signe des sortes de conventions de développement du tennis de table à 360 degrés qui touchent un peu les installations,
qui touche un peu le ping de compétition, le soutien au club, et qui touche un petit peu la pratique pour tous. Voilà ce qu'on essaie de faire. Et puis le deuxième enjeu, si je peux garder encore la parole une petite minute, c'est d'élargir la communauté du tennis de table, c'est-à-dire élargir au-delà de nos licenciés. C'est-à-dire, je pense aujourd'hui qu'une fédération, elle ne peut plus se contenter, de produire des champions, et de parler à leurs licenciés. Je crois qu'on a une problématique sociétale importante autour de la sédentarité. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens de bouger plus et à plus de gens de bouger. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je crois que notre devoir, c'est d'aller avec les collectivités, mettre des installations de tennis de table au plus près des plus éloignés du sport, finalement. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. On a lancé un grand plan de tennis de table en extérieur, de ping en extérieur. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Et puis, il faut repérer les zones ou les endroits qui sont peut-être en déficit d'installation ou dans une proximité d'installation trop large. Voilà. D'accord. Vincent Saunier, je me tourne vers vous. Vous avez la casquette d'élu, donc c'est plutôt le versant collectivité. Voilà, quels sont les enjeux pour les collectivités et puis les enjeux aussi de répondre à ces volontés de nouvelles pratiques, de développement de nouvelles pratiques, sachant que vous avez aussi des questions de foncier, des contraintes aussi dans les territoires. Oui, peut-être que ce qui me semble important, c'est de montrer d'abord qu'on converge aisément entre ce qui vient d'être porté au titre du développement des pratiques, à la fois, et puis des mutations des pratiques, comme l'a dit Virgile, sur les principes de multi-activité, du fait qu'on peut aussi parfaitement conjuguer une pratique fédérale dans un club, et puis parfaitement aussi aller pratiquer dans, en tout cas, du loisir sportif marchand. Il n'y a pas de difficulté pour nos concitoyens d'être dans cette démarche-là. Ça oblige aussi les collectivités à avoir un regard global sur l'offre de sport sur son territoire. Et puis en écho, évidemment, à ce que disait aussi Gilles Herbe, le fait qu'il faut s'employer à accompagner au mieux les volontés de développement. Et c'est vrai que là, on peut peut-être juger qu'il y a un enjeu aussi de temporalité, parce qu'il faut aussi se l'avouer. Certes, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été, comme l'a dit Gilles, un formidable accélérateur. On voit qu'il y a une immense envie de sport en France. Et simultanément, c'est quelle est notre capacité à faire en sorte que la parenthèse ne se referme pas. Nous, on aime à dire que, justement, il faut plus que jamais capitaliser sur les points de suspension. Et là, clairement, on est percuté par des éléments conjoncturels majeurs. Je vais les citer parce qu'à un moment donné, il faut un peu mettre les pieds dans le plat. J'ai un badge posé sur ma veste qui est le 1% sport. Aujourd'hui, post-jeu, le budget dédié au sport dans le budget de la nation, c'est 0,15%. Nous, on juge qu'il faut collectivement qu'on porte une ambition, sans doute, à échéance 2030, de 1% du budget de la nation consacré au sport. C'est pas anodin quand je dis ça, alors même si on est conscient qu'évidemment la conjoncture n'est pas favorable. Mais à un moment donné, au regard de toute la production de richesse que porte le sport, en tout cas au titre de les collectivités, c'est un enjeu majeur. Gilles évoquait les enjeux sur la cohésion sociale. Qu'est-ce qui rassemble le plus que le sport, y compris dans le sport spectacle ? Qu'est-ce qui, en tout cas, constitue finalement un investissement de premier plan par rapport aux dépenses de santé que le sport ? Combien ça coûte la sédentarité ? Combien ça coûte notre incapacité à ce que... Comment le collectif pour une France en forme parle du cancer de la chaise. Voilà, c'est ces réalités-là qui sont les nôtres. Et donc, comment on l'appréhende ? Alors, évidemment, aujourd'hui, on est percuté par des réalités budgétaires. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle. En tout cas, il faut aussi qu'on ait l'esprit sportif. Il faut qu'on démontre que the game is the game. Et donc, on n'a pas la vocation à rester sur le banc de touche. Et au contraire, il faut rester mobilisé, conserver l'esprit d'équipe. Et puis, se retrousser les manches. On a des vrais défis. Les collectivités territoriales sont le premier financeur du sport en France, 12,5 milliards d'euros. Quand l'État, spécifiquement sur le budget sport, le programme 219, est mobilisé à moins de 700 millions d'euros.
Vous voyez la proportion ? Et aujourd'hui, on est pleinement percuté par les réalités budgétaires et l'hiver budgétaire dans lequel nous allons rentrer pour plusieurs années. Évidemment, du côté de l'État et de l'effet levier qu'il pouvait apporter, mais aussi du côté des collectivités territoriales. Alors, il y a le bloc communal, mais il y a aussi les départements et les régions qui sont, dans le cadre de la stratégie globale de la compétence sport qui est partagée, d'une remise en cause sans doute à venir, des principes de financement croisés, qui sont pourtant essentiels. Et ça a été évoqué notamment sur les équipements, alors même qu'on a un défi commun. C'est aussi une réalité au titre de l'encadrement avec la question de l'emploi ou de la mutation du bénévolat. Mais néanmoins, on a aussi à inventer ensemble, face à ce défi budgétaire, des choses, être dans une démarche de sobriété. Et là aussi, il y a plein d'éléments à porter. Et finalement, c'est parce que la contrainte est forte que l'innovation commune sera forte. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut sans doute l'appréhender, de façon positive, optimiste. Et dans chaque menace, il y a une opportunité. Donc, appréhendons-le comme ça. C'est bien ça, le défi des sportifs, en tout cas, tel qu'il aime l'apporter. Justement, dans ce contexte-là, qui est un contexte budgétaire contraint, quel cadre on peut donner aux pratiques sportives ? Est-ce qu'il y a besoin de plus d'équipements, sachant que est-ce qu'on parie sur des activités pérennes ? Est-ce qu'on investit sur quelles activités on investit Alors, moi, j'aime bien la conclusion de Vincent. N'oublions pas que nous sommes quand même un peu des sportifs tous dans l'âme, dans l'esprit. Donc oui, il y a des contraintes, mais il y a aussi un challenge à relever. Donc regardons un petit peu devant. Il y a l'enjeu de cette notion d'héritage qui quand même s'effiloche un peu au fil du temps. Hein. J'espère qu'on arrivera quand même à en sortir quelque chose. Avant de répondre à votre question, juste un mot pour rebondir sur ce que disait Vincent. Moi, ce qui me dérange plus au-delà de l'aspect budgétaire, c'est la reconnaissance du sujet sportif. Ce qu'on a réussi à acquérir durant quelques semaines pendant l'été 2024, on l'a perdu aussi vite en quelques jours avec l'arrivée du PLF 2025. Ça a été assez brutal. Donc il faut qu'on se retrousse les manches collectivement et qu'on démontre que le sport est un vrai sujet de société. Et pas que sur le champ sportif ou compétitif, sur le champ sociétal. Les enjeux de santé publique sont colossaux. On attribue au sport, avec ses 0,15% du budget de l'État, une responsabilité, un devoir d'exemplarité qui est juste incroyable. Que ce soit sur les enjeux climatiques, sur les violences sexistes et sexuelles, sur tout un tas de champs, le sport se doit d'être exemplaire. Pourtant, il pèse que 0,15% de l'État. Et je pense que c'est plutôt cette notion de reconnaissance, moi, qui m'attriste. Pour répondre à votre question, et relevons le challenge tous ensemble, on doit faire preuve de pragmatisme, de rationalité. Ça veut dire qu'il va falloir aller vers de la mutualisation, vers des nouveaux modèles de collaboration entre les collectivités, le monde associatif et le monde marchand. Dans une salle de foot à 5, quand sur des horaires où il y a très peu de gens, eh bien, on peut tout à fait accueillir des terrains, des tables de ping. On peut imaginer avoir d'autres activités pour les scolaires, pour les associations, dans un deal intelligent à 3 entre les collectivités locales. Il y a quelques exemples, mais on ne se parle pas assez. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas naturel qu'une collectivité se retourne vers le monde marchand pour rendre service aux associations. Je caricature, mais on est encore au début de ces nouveaux modèles. Et puis, il faut faire preuve aussi d'innovation, innovation technique, technologique. Je vois là le stand de SMC2, j'ai vu passer Nicolas Robin. Il faut aussi que dans les équipements sportifs, on fasse preuve, encore une fois, de mutualisation, d'innovation, de diversification. Tous ces éléments-là sont essentiels. C'est un combat collectif qu'on doit mener désormais. Et puis, un dernier élément, je voudrais dire, dans ce challenge, il faut aussi qu'on parle d'anticipation. Vous avez posé la question, quel sera le sport de demain ? Il sera probablement conditionné par les effets du dérèglement climatique. Ça aussi, on doit collectivement anticiper ces sujets-là. Gilles Herbe ? Oui, moi je crois que la capacité à travailler ensemble, c'est sans doute un des héritages quand même des Jeux Olympiques, à différents niveaux. Et je crois que ça, c'est quand même un élément majeur qui doit être amplifié, qui doit être encore travaillé. Je donne un exemple. Je pense que les associations sportives, les clubs
doivent être encore plus en contact avec les écoles, par exemple, avec les collèges. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipements sportifs qui sont dans ces écoles, dans ces collèges, qui sont fermés le soir ou indisponibles les week-ends. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour pouvoir mutualiser ces 26 000 équipements. Donc avec les communes, avec les collectivités. Oui, et puis simplifier le dispositif. Aujourd'hui, le recteur rentre dans la danse, le DAZEN, le directeur de l'école, etc. Donc c'est beaucoup trop compliqué. Il est sorti une convention avant les Jeux, mais cette convention, elle n'a pas pu être appliquée tellement elle était complexe. Je crois qu'il faut oser le dire. Donc je crois effectivement qu'il y a plusieurs acteurs. Mettons-nous autour de table. C'est ce que je veux dire dans une sorte de pragmatisme qui est le mien. C'est-à-dire que quand je vais voir une collectivité, j'essaye d'asseoir autour de la table l'ensemble des acteurs et j'essaie de voir s'il y a des opportunités de développement du tennis de table avec les acteurs qui sont autour de la table. Je crois que c'est comme ça et ça relève un petit peu, je crois en tout cas, de ce que voulait signifier Virgile, même si on peut peut-être l'organiser à une échelle un petit peu plus grande et systématiser les choses. Mais écoutez, moi je crois au pragmatisme. Voilà. Et sur ce partenariat justement entre les collectivités, le secteur marchand, le secteur associatif, quelle est votre position, Vincent Saunier ? Aujourd'hui, pour nous, c'est vrai, naturellement, du côté des collectivités, on pourrait juger que c'est contre nature. À quoi bon aller interroger ou travailler avec un acteur du sport loisir marchand ? Parce qu'on ne va pas être sur les mêmes logiques. Alors qu'au final, ce qui importe, c'est bien le développement de la pratique. Et si vous admettez que le principe, c'est la justement activité, il y a bien un défi commun. Et au regard des contraintes budgétaires telles qu'elles sont posées, c'est justement sur ce principe qu'il faut être en capacité de faire le pas, de sauter le pas. Et même si, encore une fois, c'est exigeant et que du côté des collectivités, oui, on devra répondre néanmoins à nos réalités. Et c'est d'abord un principe de service public et en particulier de défense de l'intérêt général, d'accessibilité à l'équipement, mais pour autant rien n'interdit, comme l'a dit Virgile, de faire en sorte, je le fais moi-même sur ma commune, vous voyez, où j'ai un prestataire privé qui propose des espaces de foot à 5 et qui a accepté de le mettre à disposition sur certains créneaux parce que ça me permet de développer d'autres pratiques, notamment à destination de scolaires qui ne disposent pas en proximité d'un équipement. En tout cas, sur la période hivernale, ça me permet finalement d'être en intelligence territoriale. C'est comme ça que je l'appréhende. Et là aussi, on peut parfaitement avoir ce type de démarche et de partenariat public-privé. Plus que jamais, on va devoir aller vers ces principes. Encore une fois, j'ai conscience que ça percute, évidemment, pour un grand nombre d'élus, cette démarche. Mais néanmoins, c'est quelque chose sur lequel on doit aussi collectivement progresser. Moi, j'ajoute le fait qu'on a aussi à réinventer nos modèles d'équipement. Et comme c'était dit aussi par Gilles tout à l'heure, il y a un défi sur la proximité, sur la pratique libre. Il y a le ping qui a été développé avec des formules 4 tables sur des enjeux de démarche ludique, loisirs, etc., qui sont vraiment super pertinents. Et ça, c'est un vrai axe de développement que constitue ce qu'on appelle l'urbanisme sportif. Le fait qu'on appréhende la ville ou une place de village et comment on en fait finalement un espace de sport, un terrain de sport. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on appréhende de façon plus forte. Et puis, autre élément, c'est celui relatif aux équipements sportifs. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on change de modèle. On est clairement, et même si c'est une exigence, on le sait, importante et légitime sur les sujets de compétition, avec les exigences portées par les fédérations, je suis désolé, mais il faut qu'on sorte de ce truc. Pourquoi ? Parce que finalement, les vrais enjeux, surtout dans une période de disette budgétaire, c'est de travailler les enjeux de sobriété. Et sur les publics, si vous êtes sur une démarche de loisir, il n'y a pas besoin de savoir qu'il faut telle norme, tel machin, tel truc, ou tel type d'éclairage en termes de luxe qui va nous coûter un bras. C'est un luxe. Il en est de même au titre des acteurs scolaires qui sont les principaux publics qu'on accueille. Donc là-dessus, nous, à l'Andes, on veut porter un nouveau modèle de gymnase, un gymnase triple S, triple sobriété, sobriété foncière, parce qu'on a un défi dans ce domaine, ça va être un sujet majeur avec le ZAN qui vient. Sobriété
énergétique et climatique, parce que là aussi, c'est un défi environnemental qui nous percute. Et puis, sobriété d'exploitation. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse du gymnase low-tech. Et là aussi, on a montré avec les Jeux Olympiques notre capacité à faire finalement des équipements qui répondent à une pratique. Alors même si c'était là dans un format de très haut niveau, mais qui est accompagné, il y a des filières d'excellence dans ce domaine, je pense en particulier à la filière bois, mais simultanément, on a cette capacité à construire pour moins longtemps, mais de façon plus utile, plus fonctionnelle. Et c'est ça, sans doute, réinventer le gymnase de demain dans un format qui ne répond pas à la norme fédérale, mais qui répond à la norme et aux besoins des pratiquants. Oui, juste une petite réaction. Oui, au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous répondez à ça Il y a deux choses. La première, c'est les espaces sportifs de proximité. Je crois que pour qu'ils remplissent leur rôle, il faut absolument adosser ces espaces de pratique avec de l'encadrement. Pourquoi ? Parce que sinon, ces espaces de pratique sont préemptés par les mêmes personnes, c'est-à-dire les hommes de 15 à 25 ans. Et si on veut qu'ils remplissent leurs offices, il faut qu'il y ait de l'encadrement qui permette aux enfants, aux femmes, à une diversité de pratiquants de venir utiliser ces espaces. C'est très important et quelquefois oublié. Moi, je milite pour un espace de 4 tables minimum en tennis de table pour justement que les clubs puissent aller sur ces espaces avec un animateur, un éducateur et qu'ils puissent se faire vivre cet espace. Donc ça, je crois que c'est très important. Et puis ensuite, sur ce que disait Vincent, la sobriété, oui, il faut de la sobriété, mais on a aussi besoin du sport de très haut niveau. Et on l'a vu aux Jeux Olympiques, quelle puissance les Jeux peuvent avoir pour démocratiser le sport. Donc je crois que c'est aussi aux collectivités de s'entendre pour qu'il y ait à la fois des équipements qui répondent aux normes de la haute compétition et à la fois des équipements qui correspondent à la pratique de loisirs multiples, variés. Mais attention, trop de sobriété tuera aussi peut-être l'accueil. Et l'accueil, c'est un élément important, l'accueil. L'accueil du public, l'accueil des pratiquants, se sentir bien avec un espace confortable. Je crois que c'est bien aussi, cher Vincent. Oui, non, mais la discussion que l'on a traduit à quel point on a besoin de bosser ensemble finalement et que cette collaboration, elle s'imposera de toute façon. Non, mais on se connaît bien, mais objectivement, on peut se le dire, on a encore un peu de mal à vraiment libérer tous les chakras et à travailler de façon, totalement à livre ouvert. La discussion, elle est intéressante parce que nous, au sein de l'USC, on représente également un grand nombre des entreprises qui sont exposantes aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui conçoivent, fabriquent et installent des équipements sportifs et des aménagements sportifs et ludiques. Vous en avez plein autour de vous en levant les yeux, la plupart sont adhérentes de l'USC. Et on est confronté à cette situation où finalement, il y a un tel cadre sportif et les collectivités, par habitude ou par protection, appliquent ce cadre sportif dans leur cahier des charges. Et finalement, nos entreprises répondent à ce cahier des charges sans aucune innovation. Et en fait, on est dans un cercle un peu fermé comme ça. Et c'est ce que voulait traduire, je pense, Vincent ou Gilles. Il faut exploser tout ça. Il faut réfléchir, comme disent les Anglais, en dehors de la boîte, quoi. Effectivement, réfléchissons à des modèles d'équipement qui ne soient pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir. Il y a des modèles pour la compétition, il en faudra toujours. Ceux-là, ils doivent répondre à des règles. Et souvent, on épingle les fédérations françaises. 99% du temps, c'est des règles internationales qui s'appliquent en vérité. Et les fédérations françaises ne font qu'appliquer ces règles internationales. Donc, OK, il faut un petit pourcentage d'équipement pour la compète. Mais pour le reste, si c'est de l'animation, si c'est du loisir, eh bien, on peut se faire plaisir. S'il manque un mètre dans le terrain, je pense que tous les gamins qui vont jouer dessus, ça ne sera pas leur préoccupation. Si le panier est un petit peu plus bas parce que la hauteur du plafond de la salle dans laquelle on va l'installer ne permet pas d'aller plus haut, ce n'est pas très très grave finalement. Donc il y a plein de sujets comme ça où il va falloir qu'on discute ensemble, qu'on assouplisse, qu'on soit créatif, innovation technologique. On a un maximum de gamins aujourd'hui, leur triptyque de fonctionnement, c'est la technologie, c'est la vidéo, c'est la musique. Il faut qu'on soit dans ce thème-là pour les attirer. Innovation de modèle, on l'a dit, animation peut-être, et puis innovation aussi écologique, dans les matériaux, dans le fabriqué en France, dans la couverture.
Tout ça, c'est des choses, faire des terrains multisports dans certaines zones de France où il n'y a pas de couverture, quand il va faire trop chaud, on ne les utilisera pas. Quand il va pleuvoir, on ne les utilisera pas. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. C'est là-dessus où il faut qu'on s'assied ensemble autour de la table et qu'on progresse. Très bien. On arrive au terme du débat, je suis désolée. Et puis quand même s'assurer que toutes les cibles puissent et que toutes les cibles puissent être touchées partout. Oui. Ça me semble quand même important que toutes les attentes finalement soient entendues. Bon, on a bien compris que le débat à 3 doit continuer à s'organiser, et plus qu'à 3, je pense. Voilà, avec l'éducation nationale aussi. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce débat. Et si vous voulez continuer avec les intervenants en dehors de cette arène, c'est possible, peut-être. Oui. Juste une question. Peut-être vous.